Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar SEO Square. Est-ce que vous nous voyez et est-ce que vous nous entendez? Notamment si Alexandre, toi tu parles, est-ce que tout le monde t'entend? Bonjour à tous, bienvenue. C'est bientôt la fin de la deuxième journée, j'espère que vous êtes encore en forme. Eh oui, hein, est-ce qu'il vous reste un peu de place dans vos cerveaux pour apprendre toujours plus en SEO? Ça a l'air d'être bon. Ah, il reste de la place. Ah, il y a un neurone qui chauffe quelque part. Vivement l'apéro, on est d'accord avec ça. Et oui, d'ailleurs, je rappelle, 17h30, virtual cocktail, quiz SEO géant. Ça sera mode décontracté. Donc, on s'amusera. Ça permettra justement d'atterrir en douceur, de boire une bière tous ensemble au sein de la communauté SEO. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous accueillir pour ce nouveau webinar SEO Square. Alexandre, un grand merci à toi pour avoir accepté de donner cette conférence. Tu es CEO de MyPoseo. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas MyPoseo, c'est notamment un outil très connu pour le suivi de visibilité dans les moteurs de recherche, notamment de suivi de position sur les mots-clés. Donc, tu es notamment un expert sur l'univers du SEO, du reporting. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené dans cet univers? Eh ben, ça remonte un petit peu, mais c'est toujours la même problématique. Quand j'ai commencé à travailler en agence, finalement, j'avais besoin de faire du reporting, de travailler sur des outils SEO. Et il y a une dizaine d'années, vers 12-13 ans, les outils n'étaient pas les mêmes que ce qu'on a dans le paysage aujourd'hui. Et voilà, on était un peu frustrés à l'époque d'utiliser des logiciels ou d'avoir des problèmes. Et c'est comme ça qu'on a lancé MyPoseo et qu'on est rentré aussi dans cet univers SEO par la porte du conseil et d'accompagnement des clients et de se dire, il manque des outils, on va les créer et on va essayer de les développer. Voilà. Et ça fait 11 ans ça fait 11 ans que MyPoseo existe. Ouais. Et le reporting, c'est forcément très clé en marketing de manière générale, d'autant plus en SEO, parce que parfois, vous pouvez générer des gains, mais si votre direction ou vos clients ne s'en rendent pas compte, c'est quand même dommage. Donc, pensez reporting, c'est très clé. Écoutez, je vous laisse pour démarrer cette conférence. Je suis persuadé qu'on va apprendre des choses formidables autour du reporting, et puis on se revoit après pour les questions. Place Merci, à toi, Nicolas. Alexandre. Alors c'est parti, je vais vous lancer la présentation. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, la sieste est passée, normalement c'était 14h30 la sieste, donc aujourd'hui on va pouvoir discuter suivi de position Google, indicateurs et bonnes pratiques. Alors quand on voit un sujet comme ça, on se dit toujours c'est bon, je sais tout sur le suivi de position, ça fait 10 ans que j'en fais, j'ai rien à apprendre. Et ben moi je vous parie que je vais quand même vous apprendre 2-3 trucs aujourd'hui, en tout cas j'espère. Et on avance et on va voir pas mal de choses. L'objectif du webinar, c'est de vous expliquer comment, mais surtout pourquoi il faut suivre ces positions dans Google et pourquoi il faut toujours le faire. La question qu'on va me poser ensuite, c'est qu'est-ce qu'on met dans mon reporting, comment je fais mon reporting SEO, et puis ensuite, bien sûr, j'ai un reporting, c'est très bien, mais à quoi il va servir, et comment je peux utiliser mes indicateurs pour piloter mon SEO. Comment je peux utiliser mes indicateurs, à la fois quand je suis une marque, à la fois aussi quand je suis un consultant. Tout ce que je vais dire ici fonctionne absolument pour tous les types de profils. On va descendre un planning assez simple. C'est la SERP, les pages de Google. On va voir que c'est comme dans Game of Thrones, c'est une bataille complète, mais c'est limite pire. On va parler des positions. Pourquoi, comment on fait pour calculer sa position, quelles sont les vraies positions, comment ça se passe. Ensuite, on va essayer de savoir comment on fait pour s'armer, pour attaquer la SERP et attaquer son reporting. Et ensuite, comment on fait pour surveiller, pour mieux régner sur les SERP. Et enfin, prendre de la décision qu'on dit data-driven sur la base des données qu'on va collecter et qu'on va afficher au quotidien. Voilà. Donc, je vous disais, la SERP, c'est Game of Thrones. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'analogie et qu'on n'avait pas vu d'image de Game of Thrones. On a oublié d'ailleurs que cette série avait existé. Donc, je suis reparti un peu en arrière. Pourquoi la SERP, c'est Game of Thrones? Parce qu'aujourd'hui, sur la SERP, vous avez d'un côté Google Ads. Voilà, donc Google Ads, c'est le White Walkers, tout en haut, toujours présent, qui prend le maximum de visibilité et de puissance. De l'autre côté, vous avez le petit nouveau qui arrive, Google Shopping, qui commence à se caler sur un maximum de requêtes,
Voilà, c'est le Dan Harris de la SERP. Finalement, on se retrouve avec deux trucs gigantesques qui sont made in Google dans les pages de résultats logiques, mais qui sont surtout des leviers payants. On a un troisième challenger qui, lui, sont tous les résultats de recherche universels, qui sont les résultats Google Maps, les vidéos, les résultats Google My Business, les résultats Google Images, etc., les news. C'est pas mal, mais ça reste encore un peu du Google, à savoir que il faut s'enregistrer sur un outil Google ou il faut déposer sa vidéo sur YouTube qui est chez Google. Donc finalement, tous ces éléments-là dans la SERP, et on va voir qu'il y en a beaucoup, ils sont aussi là challenger. Et le dernier élément, c'est qui ? C'est le SEO, avec ces petits liens organiques qu'on appelle texte chez nous, qui arrivent, tel Jon Snow, pour rivaliser avec tout le reste. Forcément, pas évident aujourd'hui de se positionner sur ces éléments. Pourquoi la SERP c'est important, et pourquoi on part toujours de là ? On va parler de suivi de position, suivi d'indicateurs, suivi de visibilité, mais on va surtout parler de la SERP. Pourquoi il faut regarder ce qui se passe. Alors la SERP, une petite définition en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle Search Engine Results Page, c'est la page de résultats de Google. Vous allez l'entendre pas mal de fois dans la conférence. La SERP, elle a beaucoup changé. Elle change constamment. Ça, c'est une image rare d'une page de résultats où il n'y a que ce qu'on appelle des liens, anciennement des liens bleus ou des liens texte organiques, et quelques ads, bien sûr, en haut. Mais ça, c'est plus la norme. C'est plus comme ça que ça se présente aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que j'ai dû bien chercher pour en trouver une. Aujourd'hui, la SERP, elle change énormément. La SERP, elle change, et la SERP, elle s'enrichit aussi. C'est pas un mauvais changement, c'est un bon changement plutôt. Alors ça dépend pour qui, mais surtout pour Google, on va le voir après. Mais la SERP, elle évolue. Il y a plus de 50 types de résultats différents, toute combinaison de types de résultats différents. Des résultats payants, text ads, des résultats shopping, du Google Maps, des images, de la vidéo, des blocs actualités, des jobs, des people also ask avec des questions, des featured snippets qui sont des extensions de vos annonces textuelles qui sont généralement affichées en haut de la page. Et puis, tout ce qui est recherche associée, des filtres, etc. Beaucoup de choses qui aident à la recherche et à affiner finalement votre recherche et aussi à vous conduire un petit peu dans un funnel de conversion. C'est-à-dire Google essaie de vous emmener là où vous essayez d'arriver en vous donnant des nouveaux éléments qui vous permettront de préciser vos recherches. Alors, je l'ai dit, la SERP, elle s'enrichit. Et c'est surtout Google qui s'enrichit, puisque aujourd'hui, en moyenne, alors bien sûr, ça dépend des catégories, ça dépend des thématiques, ça dépend des business, et ça dépend des intentions de recherche aussi, bien sûr. On ne va pas en parler des intentions, mais c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près en moyenne 40% de résultats organiques, c'est ce que vous voyez en gris. Le reste, c'est soit du payant, soit des résultats qui sont complémentaires, type filtre, ou des résultats qui viennent de toutes ces verticales qu'on a vues tout à l'heure, à savoir l'image, la vidéo, le Maps, etc. Notamment sur les catégories de produits, on a de plus en plus de localisation. Google considère que la recherche d'un produit est souvent liée à une intention locale. Donc, je sais pas, faites un test. Quand vous cherchez pour un canapé, une lampe de bureau, de la décoration, etc., Google considère que c'est géolocalisé et souvent vous affiche des magasins à proximité pour aller acheter. Bon, les magasins étaient fermés. Les magasins réouvrent aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, la SERP n'a pas changé entre-temps, ce qui d'ailleurs aurait pu être fait, mais Google s'adapte à l'évolution des modes de consommation et des intentions dans les recherches. Le tout pour s'enrichir. Voilà, Google génère quand même à peu près 75% de ses revenus sur Google Ads. L'année dernière, il y avait plus d'une vingtaine de pourcents aussi sur YouTube Ads, donc c'est vous dire si l'enjeu est important pour eux. L'enjeu est important et pour autant, Google rajoute, ou en tout cas complète ces résultats. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, je les ai listés. Là, vous avez un petit aperçu de ce qui se passe aujourd'hui. Les résultats changent et constamment. Chez MyPoseo, on a la chance de le voir et de le constater puisque ce que l'on fait, nous, c'est qu'on analyse ces pages de résultats pour positionner les sites à l'intérieur, et donc on se rend compte systématiquement des tests et des évolutions que Google peut avoir. Ça va du changement de format à l'optimisation de certains visuels, au design, etc. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est un peu un panel de tout ce qu'on peut retrouver. Donc vous voyez que ça vient enrichir
la bonne vieille SERP, on va dire, de 10 résultats bleus qu'on avait avant, qui maintenant est totalement, c'est un peu, on l'appelle aussi l'arbre de Noël de temps en temps chez nous. Voilà, c'est un peu arbre de Noël, il y a des images, il y a des photos, il y a des liens, il y a des filtres, il y a plein de choses qui vous permettent d'aller chercher directement. On peut considérer ça comme des menaces, mais on peut aussi considérer ça comme des opportunités. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce changement a amené, ce changement de SERP amène des réflexions qui sont, je pense, légitimes sur des choses qu'il faut changer. Et notamment, il y a une chose qu'il faut changer et sur laquelle on est convaincu, et moi je suis convaincu et j'essaie d'évangéliser au quotidien, c'est que les bons vieux indicateurs, comme la position moyenne, c'est une histoire d'un autre temps, puisque la SERP ayant tellement changé, on ne peut plus se baser là-dessus. Alors, on vous a envoyé un petit sondage dans Livestorm en haut à droite, vous pouvez aller répondre à ce petit sondage. Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cet indicateur, la position moyenne de vos mots-clés, ou la position moyenne de votre site, ou la position moyenne de vos catégories? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous aimeriez l'utiliser? Est-ce que vous l'utilisez mais vous pensez qu'on peut faire mieux? N'hésitez pas du coup à répondre. Je vais regarder vos résultats. Voilà, donc la majorité, la grande majorité, et ça tombe bien puisque vous êtes là pour que je puisse vous donner quelques tuyaux, l'utilisent mais pensent qu'on peut faire mieux. Et, très bien, ça tombe bien. Alors ceux qui l'utilisent pas, pour 25%, ça tombe bien aussi puisque dorénavant vous aurez d'autres indicateurs à utiliser. Voilà, et pour les 20% qui restent, qui l'utilisent et qui trouvent ça bien, je vais essayer de vous convaincre qu'il y a d'autres indicateurs et d'autres choses à faire et qu'il y a une véritable importance à le faire de manière différente par rapport à ce qu'il y avait avant. Pourquoi la position moyenne, c'est une histoire d'un autre temps? Eh bien parce que, je l'ai déjà dit, et c'est un peu une répétition, mais ça me paraît important de le redire, la SERP est plus complexe qu'avant. Vous allez voir que dans une SERP, on peut calculer des positions de 5 ou 6 façons différentes. On ne va jamais être d'accord tous ensemble sur la façon dont il faut calculer les résultats. Chez MyPostDeo, on se pose la question systématiquement, comment on fait avec nos clients qu'on accompagne, que ce soit des agences ou que ce soit des marques, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des pays même, puisque la SERP n'est pas toujours la même dans les différents pays, on se pose toujours la question de comment faut-il reporter sur les positions. Vous allez voir, on va vous donner quelques astuces, je vais essayer de vous donner des bonnes pratiques, et ensuite de voir comment on peut extraire tout ça. Donc la SERP est plus complexe qu'auparavant, on vient de le voir, mais il y a aussi beaucoup plus de sources de données qu'auparavant. Comme je l'ai dit, je suis rentré dans le SEO il y a une dizaine, 12, 13, 14 ans. À l'époque, effectivement, on n'avait que du lien bleu, du Google Ads, et on se battait sur ça, et on avait des indicateurs. Depuis 10 ans, la Search Console et les outils nous fournissent toujours les mêmes indicateurs. Donc on a la chance d'avoir des communautés, notamment en France, avec énormément d'entreprises qui développent des outils et qui vous proposent de la data. C'est le cas d'énormément de solutions, et tant mieux. Les outils, le nombre d'outils SEO a évolué, a été multiplié par 100 depuis qu'on a démarré. Et ça, c'est bien, ça veut dire qu'on peut mélanger des sources de données, on peut aller faire des choses bien plus intéressantes. Et cet indicateur qui était déjà utilisé il y a 10 ans, pour moi, c'est impossible de l'utiliser aujourd'hui et de continuer à l'utiliser de la manière dont c'est fait. Voilà, et puis ensuite, il y a un autre élément qui, je pense, est très important, c'est qu'il y a un nombre de requêtes qui ne fait qu'évoluer. C'est-à-dire que tous les ans, Google nous dit qu'il y a 15% de requêtes qui n'existaient pas avant. C'est une super opportunité, c'est une super nouvelle, ça veut dire qu'on a toujours de la place finalement pour se positionner dans les moteurs de recherche, quel que soit notre secteur d'activité, même s'il y a de la concurrence. Mais ça veut dire aussi qu'on va aller chercher beaucoup plus de requêtes que ce qu'on pouvait le faire avant. Notamment parce qu'il y a des outils qui permettent de le faire plus vite, mais aussi parce que forcément il y a plus de concurrence et donc on veut aussi continuer à faire de la croissance. Donc, quand on est déjà bien positionné, on va continuer d'aller chercher des requêtes. Et quand on continue d'aller chercher des requêtes, vous allez voir que ça amène un biais dans cet indicateur de position. C'est que plus on est positionné sur un grand nombre de requêtes et plus ça arrive, et plus nos positions vont avoir tendance à baisser. Ce qui est un peu contradictoire par rapport à la croissance, c'est que si ma position moyenne baisse, j'ai l'impression que ça baisse, alors qu'en réalité, c'est aussi signe du fait que je vais travailler plus de requêtes sur mes pages. On va voir tout ça, et on va voir comment corriger ça par la suite. Donc, la SERP, elle change. Il y a un autre enjeu sur les positions, qui est que les liens, on a vu tout à l'heure, les liens textuels et les liens organiques, finalement, ils sont quasiment plus visibles directement au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est, vous aurez une définition ailleurs tout à l'heure, c'est la ligne
qui sépare la partie visible de l'écran, qui est en haut, de la partie qui est invisible à l'écran, et qui nécessite de faire un scroll ou d'utiliser le défilement pour arriver. Là, on le voit, exemple requête lampe de bureau. Il n'y a pas un seul résultat organique au-dessus de la ligne de flottaison, il y a du shopping, du ads, des images. Donc en fait, il n'y a aucun résultat organique visible directement, il faut nécessairement scroller, et forcément, ça a un gros impact. La position, on parle de position moyenne, etc. Donc là, je vous ai réunis, alors on ne voit pas, mais ce n'est pas l'objectif de voir quelles sont les requêtes. Ce qui est intéressant, c'est regarder les compositions des SERP. Vous avez des SERP locales, vous avez des SERP avec du shopping, vous avez des SERP avec des images, vous avez des SERP avec de la vidéo, etc. Ici, comment on fait pour définir sa position? C'est une vraie difficulté. Je vais vous montrer la réalité de où est positionné le premier résultat organique sur des pages qui sont mesurées côte à côte les unes avec les autres. Voilà ce qui se passe. Donc, quand on regarde bien, finalement, si aujourd'hui on prend toutes ces requêtes et qu'on se dit, bah là aujourd'hui, moi je suis premier sur toutes ces requêtes, est-ce qu'on peut vraiment penser que cette position, elle est légitimement la bonne pour reporter et se dire, oui, on est super visible? Bah, en fait, la réponse c'est non, puisque on voit bien que sur la première requête tout à gauche, bah, le résultat organique, il est effectivement très visible. Sur l'avant-dernière, par exemple, avec le feature snippet, il est très haut et très visible, très bien, mais sur d'autres requêtes, le premier résultat organique il devient très bas, et donc il y a une compétition, et il y a une réalité de la position qui finalement n'est pas réelle et n'est pas bonne, et donc c'est pour ça que la position moyenne me semble, en tout cas nous semble être totalement à challenger aujourd'hui dans l'univers du reporting. Forcément, qui dit changement de la SERP, dit impact sur les taux de clics. Alors, il y a une super étude qui a été faite par des concurrents, si je puis dire, ou en tout cas des acteurs du marché SEO qui est Systrix. Leur étude est vraiment très bien faite. Ils ont analysé les taux de clics, donc les CTR, en fonction des positions et en fonction des éléments présents dans la SERP. C'est très intéressant de regarder ça. Ça permet de voir que, en fonction des éléments, ça paraît évident, mais l'évidence prouvée par de la data, c'est toujours bien mieux. Ça paraît évident que quand il y a un blog Google Maps ou quand il y a des ads ou quand il y a un knowledge panel, par exemple, les taux de clics vont varier. Bah là, on en a la preuve par cette étude qui est très intéressante, qui montre que voilà, quand il y a des featured snippets, bah, les résultats ont tendance à se concentrer, les clics ont tendance à se concentrer vers le haut de la page. Quand il y a un knowledge panel, par exemple, il va y avoir moins de clics sur les 3 premières positions. Donc, voilà, le problème, vous l'avez bien compris, c'est qu'en fonction de la SERP, les taux de clics sont différents, et donc forcément, avoir une position 1 tout en bas de la page, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une position 1 tout en haut de la page, ça n'amène nécessairement pas le même nombre de clics et donc le même nombre de visiteurs. Et donc, c'est pour ça que la position moyenne n'a aucun sens, puisque être bien positionné en haut de la page, c'est cool, être bien positionné en bas de la page, c'est moins cool, et ça a moins d'impact potentiellement sur votre trafic. Retour sur la ligne de flottaison, et finalement, est-ce que le Graal aujourd'hui, ce serait pas d'être positionné de manière organique au-dessus de la ligne de flottaison? C'est-à-dire que être premier, c'est bien, être premier et visible, c'est mieux. C'est nécessairement mieux, puisqu'on a forcément davantage de clics qui seront drivés par ce type de requête. Et donc, encore une fois, ça nous fait poser légitimement la question de savoir comment doit-on traiter la position moyenne, comment on doit traiter le fait qu'on ait une position qui est calculée juste dans l'ordre, et est-ce qu'il ne faut pas considérer aussi cette ligne de flottaison comme un indicateur important? Bon, ok, il nous a démoli la position moyenne, mais bon, moi, j'ai 14% des sondés disent moi, je l'utilise et je trouve ça bien. Oui, ok, mais est-ce que c'est pas quand même un super indicateur pour suivre sa visibilité? Voilà, c'est j'en ai marre, qui est SEO sceptique, désolé pour cette blague, mais qui nous pose la question. Bah, ma réponse, c'est non. Et pourquoi c'est non? Parce que je vais vous montrer un exemple très simple. On a un client un jour qui vient nous voir et qui nous dit « J'ai un problème, je ne comprends pas, mon trafic baisse, mais mon volume de recherche n'a pas bougé, donc ce n'est pas un effet de tendance, c'est-à-dire mon volume de recherche sur mes mots-clés est toujours le même, et ma position moyenne n'a pas changé. » Bon, très bien. Alors on regarde son graphique, on dit bah oui, effectivement, c'est ce qu'on voit au-dessus, pas forcément très bien, mais c'est le graphique. Votre position moyenne n'a pas changé, elle est quasiment 1,5, c'est-à-dire vous êtes quasiment tout le temps
bien positionné entre la position 1 et la position 2, donc c'est sur un ensemble de 2000 ou 3000 mots-clés. C'est vrai que bon, elle a même tendance à monter au mois de novembre, puis elle redescend légèrement en janvier. C'est bizarre, on comprend pas. Pourtant, c'est les mots-clés qui génèrent le plus de clics et d'impressions. On voit effectivement que vous avez généré toujours autant d'impressions, mais moins de clics, et que votre position, par contre, n'a pas changé. Donc, vous utilisez peut-être pas le bon indicateur. Et par ailleurs, là, c'est un de nos clients, donc il utilisait notre indicateur position moyenne, qu'on a forcément chez nous aussi, mais qui est un indicateur qui est biaisé, puisqu'on voit bien qu'il ne répond pas à sa question. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est passé un truc tout bête, c'est que au-dessus de leurs résultats sont apparus des sites qui sont passés avec ce featured snippet. Donc soit les sites étaient déjà premiers et ils ont eu cette extension featured snippet, soit ils n'étaient pas encore là et ils sont passés premiers parce qu'ils ont eu cette extension featured snippet, et donc ça a pris énormément de place en haut. Donc leur position, elle a légèrement bougé, elle est passée de 1 à 2, ou de voilà, la position moyenne n'a presque pas bougé. Et par contre, en termes de visibilité, il y a un énorme bloc qui est venu se coller au-dessus de la page et qui est venu leur prendre de la visibilité. Donc ce qu'on leur a proposé, et pour analyser pourquoi il y avait un trafic qui baissait, c'est de regarder plusieurs indicateurs. Le premier, c'est de regarder non pas les positions moyennes, parce que la position moyenne, on le voit en bleu, elle ne bouge pas, mais de regarder les positions qui sont en haut de la page et qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Pourquoi? Parce qu'elles sont censées être directement visibles. Avec l'arrivée d'un featured snippet, quand ils étaient positionnés entre 1 et 3, ils avaient 2500 mots-clés positionnés au-dessus de la ligne de flottaison avant la mise à jour de Google. Alors je dis mise à jour, mais c'est juste la mise à jour de la SERP. Et 2 mois plus tard, au mois d'octobre, ils n'avaient plus que la moitié de ces mots-clés qui étaient visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Pourtant, leur position moyenne n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était la taille des résultats qui étaient positionnés en haut de la page. Donc juste pour vous montrer que, dans un exemple très concret, la SERP a changé. Quand on ne suit pas les éléments qui sont dans la SERP ou la façon dont les éléments sont affichés au-dessus de nous, on peut avoir cette baisse de trafic inexpliquée. Et il faut savoir l'expliquer. Donc, les positions du site en tant que tel au-dessus de la ligne de flottaison, ça c'était très important pour nous. Et la deuxième chose, c'était le nombre de mots-clés qui sont dans ce bundle et qui déclenchent un featured snippet. Et on voit bien que la corrélation, elle est directe entre les deux, c'est-à-dire au mois d'août, il y avait à peu près que 200 mots-clés dans cet échantillon qui déclenchaient des featured snippets, et au mois d'octobre, il y en avait quasiment 1500 qui déclenchaient des featured snippets, donc sur cette base de mots-clés, et c'est ce qui a fait perdre de la visibilité aux clients. Voilà, donc la position moyenne ici, mauvais exemple. Je vais vous en donner d'autres. Mon objectif, c'est aussi de vous expliquer comment bien faire. Voilà. Là, vous avez compris maintenant pourquoi vous devez suivre déjà les positions dans Google, parce que finalement, une modification de la SERP, ça peut amener une baisse de trafic, ça peut amener voilà, des problématiques de génération de trafic. Et c'est une étape c'est une donnée que vous n'avez pas dans les outils type Search Console ou Google Analytics. Donc, cette étape de suivi de position, elle est quand même essentielle pour maintenir et gérer son trafic. En récapitulatif, pardon, c'est pas très français. Pour récapituler ce que je viens de vous dire, donc la SERP change et elle est traître à bien des égards. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé dans Game of Thrones. La visibilité d'une position, donc elle peut être plus ou moins bonne selon la méthode de calcul qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va considérer la position juste organique? Est-ce qu'on va considérer une position par exemple en pixels? Est-ce qu'on va considérer une position au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison? Par ailleurs, on a fait un livre blanc sur le pixel ranking et sur la façon de calculer vos positions avec des pixels. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver le lien directement dans le chat qui va vous être envoyé. Voilà, donc ce livre blanc, il vous explique aussi quels sont les indicateurs en termes de pixels et de lignes de flottaison que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à les télécharger. On voit que les types de résultats et la composition, ils sont à surveiller au moins autant que les concurrents, parce que la réalité, c'est que oui, vos concurrents peuvent vous prendre des positions, mais là où c'est encore plus grave, c'est quand un concurrent vous prend une position et transforme son résultat, par exemple, en featured snippet ou à l'intérieur d'un résultat enrichi. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les featured snippets qui sont des menaces, il y a aussi les vidéos, il y a aussi les images parfois. On l'a vu tout à l'heure sur la lampe de bureau, les résultats qui s'affichent en haut sont des images. Donc, il y a une vraie stratégie de verticale à travailler sur ces sujets-là. Les types de résultats dans la SERP, on va vous lancer un deuxième petit sondage. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? On est toujours un peu sur le même type de questions. Ça nous intéresse de savoir un petit peu les pratiques qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que
Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous suivez les SERP? Est-ce que vous aimeriez pouvoir le faire? Voilà, et est-ce que vous avez déjà des outils qui le font? Bon, visiblement, il y en a pas mal d'entre vous qui ne le font pas encore, à peu près la moitié d'ailleurs, qui aimeraient pouvoir le suivre. Bah, voilà. Donc on va peut-être le voir un tout petit peu après comment vous pouvez le faire. Voilà, il y en a 30% qui quand même le suivent déjà, donc c'est très bien. Et il y en a qui le suivent mais qui ne s'en servent pas. Bah, voilà, vous avez vu qu'aujourd'hui, avec un bon rapport, il y a quand même un intérêt à le suivre et on va continuer d'avancer pour voir comment il faut le faire de manière très précise. Petit spoiler, sur Game of Thrones, si vous ne l'avez pas regardé, bon, à la fin, c'est quand même le SEO qui gagne pour l'instant, puisque le SEO reste un des leviers de trafic, enfin, en tout cas, le trafic organique reste un des leviers majoritaires avec plus de 50%. On a vu pourquoi il fallait suivre. Maintenant, on va voir comment il faut suivre ces positions et qu'est-ce qu'il faut regarder. Et pourquoi il faut le regarder de cette manière-là par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors, petit conseil générique. Le principe ici, c'est juste de vous aider à construire votre suivi de position. L'idée du suivi de positionnement, et souvent on a plein de clients qui viennent vers nous qui nous disent « Ouais, je voudrais suivre les positions de mon site, je vais suivre 50 mots-clés. » Alors je suis assez étonné, je leur dis « Mais combien vous avez de pages ?» J'ai une centaine de pages. D'office, je trouve que c'est un volume de mots-clés qui est un peu dérisoire à surveiller. Alors je dis pas ça pour pousser la consommation, même si voilà, forcément chez MyPoseo, plus vous suivez de mots-clés, plus ça peut vous coûter cher, et c'est pareil dans les autres outils qui vont surveiller les SERP. Malgré tout, il faut savoir que plus votre corpus est large et enrichi, et plus vous allez pouvoir saisir des opportunités, et on va voir comment vous pourrez reporter et utiliser aussi tout ça pour prendre des bonnes décisions. Donc, juste un conseil très rapide, mais n'hésitez pas à élargir au départ le volume de requêtes que vous suivez, d'aller dans la longue traîne, de bien catégoriser. Et donc ici, on a un exemple d'un site qui suivrait 350 mots-clés. Il y a une chose qui est intéressante quand vous suivez des mots-clés. Donc souvent, les gens ils suivent des mots-clés qu'ils ont déjà dans la Search Console, ou qu'ils ont trouvé dans SEMrush ou dans Ahrefs, des outils qui permettent d'aller regarder comment vous êtes positionné sur le marché. Il y a aussi Rank Explorer sur la France qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est très bien, vous êtes déjà positionné. La réalité, c'est que ces outils-là, très bien, la Search Console vous donne des mots-clés déjà positionnés, SEMrush, Ahrefs aussi. Bon, ils vous font des suggestions aussi, hein, vous pouvez aller en chercher. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de suivre des mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas encore positionné. C'est une vraie stratégie, c'est-à-dire de dire mon environnement, c'est 350 requêtes ciblées, je vais en suivre 200 que je connais et qui sont déjà positionnés sur lesquels je vais travailler, et je vais en suivre plus à côté, que je vais aller chercher et enrichir. Voilà. Et donc, avec tous ces outils-là, je vais suivre mes 350 mots-clés. Alors, généralement, plutôt dans un outil de suivi spécifique. Mais là, encore une fois, ça dépend des solutions que vous utilisez. Ce qui est très important, c'est pourquoi il faut suivre des mots-clés qui ne sont pas positionnés, parce que c'est aussi là qu'il y a du potentiel. L'exemple, j'ai 200 mots-clés positionnés qui font 2000 recherches par mois. Alors, je schématise bien sûr dans les données. Et j'ai 150 mots-clés non positionnés qui font 6000 recherches par mois. C'est là que j'ai mon potentiel de croissance. C'est sur ces mots-clés que je vais travailler et sur lesquels je vais gagner du potentiel. Bien sûr, j'ai aussi du potentiel de croissance sur mes mots-clés déjà positionnés, et je pense que c'est une bonne pratique de se dire, je vais chercher des mots-clés sur lesquels je ne suis pas, et je vais regarder leur potentiel, et c'est là-dessus que je vais aller faire ma croissance. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait suivre, l'idée c'est de regarder comment on fait pour ne plus utiliser la position moyenne, mais utiliser autre chose. Alors, il y a plein d'autres façons. Il y a les pixels qui peuvent rentrer en compte. J'en parle pas dans cette présentation, mais vous pourrez retrouver d'autres webinaires sur lesquels on en parle. Là, je vais vous parler tout simplement de la pondération de la position. Pourquoi c'est important et pourquoi vous devriez reporter comme ça. On a deux mots-clés. Les volumes sont fictifs, donc ne vérifiez pas. Je le marque sur ma slide maintenant, parce qu'on m'a déjà posé la question. Vous avez un mot-clé, et c'est volontairement exagéré, mais vous avez un mot-clé qui déclenche 350 000 recherches mensuelles, qui est salle de bain, et vous avez un mot-clé qui déclenche 2000 recherches mensuelles, qui est rénover une salle de bain. Si vous suivez votre position moyenne sur un ensemble de mots-clés, votre position moyenne aujourd'hui, c'est 4. Et puis la moyenne de ces deux volumes de recherche, c'est 176 000. Mais bon, la moyenne de volume de recherche, c'est pas très parlant, étant donné qu'on en a un à 2000 et un à 350. Demain, je vais gagner deux positions sur mon mot-clé rénover une salle de bain. Super, bravo. Je vais perdre 2 positions sur mon mot-clé salle de bain. Là, moins bien. Et ben ma position moyenne, elle va pas changer. Bon, je vous fais pas l'affront de vous faire le calcul ni les mathématiques sur une position moyenne, mais vous comprenez tout de suite qu'il y a un vrai problème ici.
Si je perds 2 positions sur un mot-clé qui fait 350 000 de volume, et que par ailleurs je gagne 2 positions sur un mot-clé à 2000 de volume, il y a quand même un loup. C'est-à-dire que si demain mon chef il vient et il me dit « Alors, les positions Google, on en est où ?» Ah, les positions Google, chef, tout va bien, c'est bon, on est toujours numéro 4. Vous allez avoir un petit problème et vous allez vite probablement déchanter quand vous allez regarder vos courbes de trafic. Et effectivement, si vous avez perdu une position sur un mot-clé très stratégique, vous avez besoin d'indicateurs différents. Donc la position moyenne ici, rien que par cet exemple, vous devriez vous dire « Ouh là là, attention, je vais éviter d'utiliser cet indicateur. À la limite, je vais l'utiliser par mot-clé, sur un mot-clé en particulier. Ça peut être intéressant sur une période de temps. Mais par contre, la position moyenne sur un groupe de mots-clés ou sur mon site en global, aucun intérêt puisque je ne pondère rien du tout. Donc là, je vous introduis juste un moyen de le faire de manière très simple. Alors, encore une fois, je ne prêche pas que pour notre paroisse, mais nous, on l'intègre directement chez nous. Ça nous permet de pondérer directement la position pour que vous ayez cet indicateur. C'est comme si un indicateur qu'on appelle la PMP, qui s'appelle position moyenne pondérée. La position moyenne pondérée, elle prend en compte le search volume, puisque le search volume, ça donne l'importance du mot-clé. On pourrait le pondérer avec autre chose. On pourrait pondérer votre position avec vos conversions, par exemple. On pourrait pondérer votre position avec vos clics ou vos impressions. C'est pas un souci. Là, on le fait avec le search volume, parce que c'est une donnée qu'on arrive à collecter sur les requêtes. Quand on pondère cette position, je vais y arriver, avec le volume de recherche, ça nous donne un résultat qui est celui-ci. La position moyenne, c'est toujours 4 ici, vous voyez. Par contre, la position moyenne pondérée, c'est 1,03. Alors j'insiste sur le 0,3 parce que quand on ajoute une pondération, c'est toujours intéressant d'avoir des décimales après la virgule. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais la même simulation que tout à l'heure, je perds 2 positions sur un mot-clé stratégique et j'en gagne 2 sur un mot-clé moins stratégique? Et ben ma position moyenne pondérée, elle va avoir une vraie baisse. C'est-à-dire que au lieu de rester à 4, d'être à 4 et de rester à 4, elle va être à 1,03, elle va passer à 3,01. Là, vous allez vraiment vous poser la question en vous disant « Oula, j'ai perdu 2 points de position. » Alors là, je suis sur 2 mots-clés, bien sûr, c'est difficile, c'est facile à analyser. Mais quand vous êtes sur une dizaine, une centaine, 300, 500 mots-clés, forcément, cette position moyenne pondérée, elle peut vous sauver la vie sur une catégorie quand vous avez perdu une position. Voilà. Il faut savoir qu'on peut même repondérer cette position moyenne pondérée avec du pixel, par exemple. Il faut très bien dire, bah, ça, c'est un résultat qui est bien positionné, mais qui est assez bas dans la page. Je vais le déprécier. Ou ça, c'est un mot-clé, par exemple, rénover une salle de bain, qui est très bien positionné parce qu'il est au-dessus de la ligne de flottaison, je vais le repondérer. Donc il y a plein de formules de pondération qui sont intéressantes. Celle-là, c'est la plus simple et la plus facile que vous pouvez reproduire. Vous pouvez le faire avec un Google Sheet en exportant vos données. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez un outil de suivi de position qui ne le fait pas. Voilà, cet indicateur, il est très intéressant parce qu'il vous permet de suivre la réalité de votre visibilité. Voilà, et voilà, et donc pour contrer le tout va bien chef, forcément, si vous arrivez sur ce sujet-là, ben là, c'est alerte générale. Attention, on a perdu 2 points sur un mot-clé stratégique. Il faut absolument qu'on travaille ou qu'on regarde ce qui s'est passé. Donc voilà, le suivi quotidien, c'est aussi très important pour avoir ces bonnes tendances et s'assurer que vous travaillez bien tout ce qu'il faut. Petit sondage en 30 secondes sur la position moyenne pondérée. Pareil, est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Là, pour le coup, je serais vraiment très curieux de savoir s'il y a déjà des gens qui pratiquent ce type de reporting. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de le pondérer? Est-ce que vous pondérez avec autre chose? D'ailleurs, sur le chat, si vous voulez nous dire comment vous faites, ou si vous voulez pas nous dire, vous pouvez juste nous dire que vous le faites. Voilà, ça m'intéresse de voir comment vous pouvez faire. Voilà, donc juste pour bien vous réexpliquer aussi et pour pas trop tirer la couverture, bien sûr chez MyPosé on le fait, et c'est un peu notre métier de créer ces indicateurs, et c'est là voilà, qu'on essaie de se différencier. Maintenant, encore une fois, si vous avez un outil de suivi de position et que vous n'avez pas envie de changer, vous pouvez très bien exporter vos données. Ça vous rajoute une démarche, bien sûr. Hein. Vous pouvez exporter vos données, créer cet indicateur et puis ensuite l'extraire dans du Google Sheet. Mais malgré tout, il faut savoir que, voilà, en théorie, vous pouvez le faire chez nous directement. Bon, il y a plus de 70% des gens qui aimeraient l'utiliser, mais qui n'ont pas forcément les outils. Alors, peut-être qu'avec le tips que je viens de vous donner, vous savez que vous avez déjà l'outil et que vous pourrez le faire manuellement. Voilà. Et 20% des gens pensent pouvoir le faire avec leurs outils existants. Effectivement, vous pourriez normalement, en théorie, déjà le faire
et le pondérer, c'est juste que ça vous rajoute du temps et du reporting supplémentaire à faire sur ce sujet-là. L'avantage, et là j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais l'avantage du coup d'avoir ces données et ces indicateurs, c'est de pouvoir ensuite regrouper tout ça par catégorie. Donc vous avez tous vos mots-clés qui sont suivis, vous regroupez, et vous allez pouvoir voir des informations qui sont extrêmement intéressantes au-delà de la position moyenne pondérée. Vous allez pouvoir grouper toutes ces infos. Donc le fait de grouper, c'est aussi une bonne pratique. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que faire des catégorisations thématiques, c'est extrêmement important quand vous allez commencer à suivre vos mots-clés. Ça va vous permettre de regarder des tendances de SERP, ça va vous permettre de regarder des tendances de clics, d'impression et de position pondérées par catégorie. Et donc ça, c'est le type de visualisation que vous allez pouvoir créer de manière très concrète. Voilà, regrouper et stocker bien vos données pour pouvoir avoir à la fois les volumes de recherche, les clics, les impressions. Donc ici, par exemple, vos volumes en page 1, page 2, page 3, ça vous permet vraiment de savoir sur quel type de mots-clés vous êtes positionné et voir les tendances qui pourraient avoir un impact sur votre trafic directement. Voilà, le sujet, c'est à la fois vous surveillez les tendances de volume, je l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple avec le client, pour voir s'il n'y a pas un changement de volume sur certaines expressions ou catégories. À la fois, vous allez suivre ensuite la SERP et puis ensuite vos positions pondérées. Quand vous analysez, quand vous groupez tout ça et vous cumulez ça avec des données aussi de la Search Console, parce qu'en réalité, dans votre outil de suivi de visibilité, c'est ce qu'on essaie de pousser aussi de notre côté, c'est de dire vous suivez vos positions, / position moyenne pondérée, / position pixel, etc., vous les regroupez dans des catégories, et puis vous rajoutez par-dessus des données qui sont quand même très intéressantes de la Search Console, ou d'autres outils type analyse de marché. Et là, vous avez la capacité de visualiser et d'aller dans le temps, voir en gros quels sont les groupes qui contribuent davantage à votre trafic. Et si vous mettez en parallèle de ces tendances Search Console, de ces tendances de volume de recherche, encore une fois, vos positions, et vous pourrez voir si la réalité de l'impact, c'est est-ce que c'est la SERP qui change mon trafic, ou est-ce que c'est la concurrence qui change mon trafic, ou est-ce que c'est juste le fait que j'ai gagné des positions qui a un impact sur mon trafic. Encore une fois, c'est ce qu'on essaie de démontrer ici. Utiliser le bon indicateur de positionnement dans la SERP doit vous permettre de définir d'où vient votre trafic et où est-ce qu'il y a une progression, mais où est-ce qu'il y a aussi potentiellement une baisse. Donc là, ce qu'on voit comme graphique, c'est l'évolution des impressions, par exemple, de la Search Console par catégorie. Ça vous permet, en complément de ce qu'on vient de voir juste avant, les volumes de recherche qui sont sur vos différentes catégories, de voir ce qui se passe et comment tout ça évolue. Ce qui est important ensuite, c'est qu'une fois que vous avez catégorisé et que vous avez bien regroupé finalement vos expressions et vos termes, ce qui est important, c'est dans le groupement thématique et le suivi de position, c'est que vous allez pouvoir ensuite reporter aux bons interlocuteurs. Pourquoi c'est important? Puisque voilà, sur le reporting, encore une fois, on fera d'ailleurs un webinaire dans la semaine prochaine spécifique sur le reporting et comment faire son reporting. Donc je fais déjà un mini spoil cette semaine sur quelques éléments de reporting, notamment avec les positions. Mais voilà, le principe aussi de regrouper, c'est quand vous êtes un site e-commerce qui a des points de vente physiques, vous avez souvent des responsables de marché qui s'occupent de la literie, des canapés, etc. Eux, ils veulent voir la visibilité qu'ils ont, soit en local, soit sur une catégorie en particulier. Et donc, le fait de grouper vos catégories vous permettra de suivre aussi vos indicateurs. Donc là, ce qu'on voit, c'est justement ce qu'on appelle, en anglais, c'est le Weighted Average Rank, qui est la position moyenne pondérée. Ce type de rapport ici est très intéressant. Vous avez les mots-clés suivis, le trafic potentiel généré, les mots-clés qui sont positionnés, le search volume de vos mots-clés, est-ce qu'il a bougé, et puis vous avez cette position moyenne pondérée que vous suivez dans le temps. Voilà, le sujet ici, c'était de vous dire, il faut grouper vos requêtes pour suivre vos indicateurs de manière groupée. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Des fois, les gens, ils utilisent un suivi de position ou un suivi de visibilité sans regrouper leurs termes. Vous pouvez regrouper vos corpus marque, hors marque, longue traîne, en fonction de vos catégories, faire des catégories multiples, faire des sous-catégories. On va vous poser la question dans le sondage très rapidement pour savoir si vous faites déjà une catégorisation de vos mots-clés quand vous faites un suivi, ou est-ce que vous faites quelque chose au global. Il y a une autre stratégie qui est aussi de regrouper, bien sûr, vos mots-clés sur les pages. Donc, je vais juste redescendre cette slide pour vous donner les conclusions de la partie groupement de mots-clés, et ensuite je vais arriver vers ma conclusion.
Donc, suivez bien un corpus de mots-clés très large, à la fois positionnés, à la fois pas positionnés. Groupez-les parce que c'est ça qui est très important. Pensez à pondérer le volume et à suivre le volume par catégorie et à regarder comment ça se passe, puisque les indicateurs à la fois de la Search Console, à la fois des Search Volumes sont très intéressants pour regarder comment vos positions évoluent et comment votre visibilité évolue par rapport à ce qui se passe sur le marché. Groupez bien les performances voilà, par catégorie ou par page, encore une fois, vous pouvez faire des groupes de pages, et puis croisez toutes vos données au même endroit dans un outil d'analyse, de visibilité, à la fois la Search Console, à la fois les positions. Voilà. Et puis surveillez bien sûr les bons indicateurs qui vous permettront de voir si ma position moyenne ne bouge pas, est-ce que c'est mon search volume, est-ce que je fais quand même plus de clics, plus d'impressions, et ça le regardez par catégorie, parce que quand vous le faites par catégorie, vous trouverez tout de suite la catégorie qui peut avoir un impact sur votre trafic au global. Si en plus vous arrivez à utiliser un indicateur de position pondéré, vous avez tout gagné, puisque vous saurez exactement quelle est la catégorie qui vous fait baisser en termes de rankings par rapport au total, et vous allez les regarder de manière spécifique uniquement dans cette catégorie, plutôt que de regarder tous vos mots-clés qui sont montés ou descendus. Voilà, je vois qu'il y a 60% des gens qui font déjà la catégorisation, c'est bien, bravo. 22% qui ne le font pas du tout, tout est mélangé. Je vous invite à le faire, ça a un gros intérêt en termes d'analyse, en termes d'optimisation. Et donc, comme je dépasse très légèrement mon temps, je vais me dépêcher d'avancer, juste pour vous donner les derniers éléments que mettre dans le rapport. Alors, dans cette partie, rapport, je ne vais pas vous le détailler parce que vous allez le retrouver ensuite dans la présentation qu'on vous partagera. Ce qu'il faut savoir sur les rapports, et c'est un teasing de la présentation de la semaine prochaine chez nous, voilà, il y a différents types de rapports. Le rapport global au niveau de votre site, le rapport au niveau de votre thématique, le rapport au niveau de vos pages et le rapport au niveau de la concurrence. C'est les 4 grands groupes qu'on crée généralement. Ils sont liés à des interlocuteurs spécifiques. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vont regarder ces différents rapports. Et il faut bien choisir le format et la fréquence à laquelle vous envoyez vos reportings. Bon, là, c'est encore des petits tuyaux, mais généralement, le global, c'est plutôt du PDF mensuel. Et puis ensuite, vous avez des outils de dashboarding. Dans MyPoseo, vous pouvez dashboarder, mais la majorité des gens utilisent Data Studio. Donc voilà, il faut juste bien penser quel rapport pour quel interlocuteur, quel format et quelle fréquence. C'est la base du reporting. Et vous avez un petit diagramme ici que je passe très vite. Pareil, je vais passer très vite sur ça pour vous donner les tips d'analyse. En gros, vous retrouverez tous les indicateurs que vous pouvez utiliser au niveau d'un domaine, au niveau d'une thématique, au niveau d'une page. Ça regroupe bien sûr tout ce que je viens de vous dire depuis le début, des données de la SERP, des données de volume, des données de concurrence, des données de position moyenne, pondérée, etc. Tout ça est à mélanger à la fois sur vos pages, sur vos thématiques, sur vos domaines, et ça vous permet de faire du reporting assez sympa. Pareil pour la veille concurrentielle. Pensez à suivre des taux de présence, du trafic, mais aussi des positions moyennes pondérées, pour regarder directement qui sont vos concurrents, qui se positionnent face à vous. J'avance un peu rapidement, mais je voudrais absolument vous parler de cette dernière partie, qui est les opportunités que vous allez pouvoir déclencher en regardant justement ces rapports. Parce que c'est ça qui me paraît être le plus intéressant. Le rapport pour faire du reporting, très bien, mais le rapport pour prendre des décisions, encore mieux. Un exemple tout bête, quand vous surveillez la SERP et que vous catégorisez, voilà un exemple très précis. À gauche, on a un graphique, alors avec des catégories en italien, excusez-moi, je fais dans l'international, mais on a la possibilité de détecter automatiquement sur un groupe de mots-clés quels sont les types de SERP qui ressortent. Et ici, on le voit dans Camera d'Aleto, je ne parle absolument pas italien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on a du coup, on voit qu'il y a 22 résultats qui sortent en featured snippet. Et ben ça, c'est super intéressant pour mettre en place vos stratégies de contenu, puisqu'on voit que dans cette catégorie, effectivement, quand on enlève les images, les vidéos, etc., on voit qu'il y a énormément de résultats en featured snippet et en PA. Ça en dit long sur l'intention de requête, ça en dit long sur la capacité que vous pouvez avoir à capter de la visibilité, et donc c'est une bonne stratégie. Quand on suit la SERP, on peut aussi aller adapter sa stratégie de contenu pour cibler directement les featured snippets dans une catégorie en particulier. Vous voyez là, on est sur un site global e-commerce, toutes les catégories ne sont pas constituées de la même façon. Donc ça, c'est le premier tuyau, analyse de SERP. Analyse du potentiel de trafic, pareil, ça c'est quelque chose de très intéressant. Dans MyPoseo, avec les search volumes, avec les positions pondérées, avec les éléments de la SERP, on est capable d'estimer le trafic que vous pouvez générer sur des mots-clés. Donc, l'intérêt de le faire avec des données estimées de trafic, qui sont liées au volume et au CTR, bien sûr,
c'est de dire, sur une catégorie, voilà le potentiel. Voilà ce que vous faites déjà, mais voilà le potentiel. Et ensuite, de rentrer tout de suite dans les mots-clés et d'aller regarder où est-ce que vous pouvez générer des gains de trafic substantiels, notamment en fonction de votre position existante et du search volume. Et puis le dernier tuyau, forcément, on pourra en parler un tout petit peu, c'est sur le pixel. Quand vous avez des positions pixels, et on a parlé de la ligne de flottaison, le vrai tuyau, quand vous suivez par catégorie, mais aussi en détail sur vos mots-clés, c'est d'aller regarder de manière très précise où est-ce qu'il y a de la visibilité au-dessus de la ligne de flottaison. On a vu que ça avait un gros impact sur les CTR et que potentiellement, ça pouvait vous générer beaucoup de visibilité. Donc, ces requêtes-là sont des requêtes qu'il faut travailler en priorité puisque votre site sera visible directement au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc, ce petit pourcentage qu'on affiche chez nous, là, par exemple, en utilisant la SERP, permet de se dire, voilà, ici, il y a 100% de résultats qui sont organiques au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ads, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de Google Maps. Et il faut saisir cette opportunité et il faut aller se positionner dessus en priorité. Voilà, pour conclure, j'ai dépassé un tout petit peu, mais j'espère que vous avez réussi à aller jusqu'au bout. On peut lancer peut-être le dernier petit sondage qui était sur les opportunités SEO, sur comment vous faites aujourd'hui. Ma conclusion, c'était ne restez pas bloqué dans une mauvaise position. C'est un petit jeu de mots aussi pour faire une analogie avec ce qui se passe dans le SEO. Vous avez la capacité aujourd'hui avec les outils d'aller chercher plus de données pour regarder ce qui se passe dans la SERP, bien traquer, regarder par catégorie, etc. Les clés du succès, finalement, c'est, encore une fois, je me répète, mais ça paraît être des basiques et on voit pourtant qu'il y a encore des gens qui ne le font pas. Une recherche de mots-clés profonde avec une vraie catégorisation thématique, des bonnes sources de données pour compléter ce que vous avez aujourd'hui. La Search Console, c'est très bien. Les outils type SEMrush, Ahref, c'est aussi très bien, mais on peut ensuite aller plus loin. Et je pense que c'est... Voilà, si je cite ces outils, c'est parce que même chez MyPoseo, on considère que ces outils ne sont pas concurrents, on considère qu'ils sont complémentaires. Des outils qui permettent de croiser ces données et de pondérer, voilà, c'est le cas chez MyPoseo, mais vous pouvez après le faire ailleurs, dans un Google Sheet, GCP, etc. Et puis, bien sûr, une vision claire de vos interlocuteurs auxquels vous allez distribuer ces rapports et comment vous allez les utiliser et quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir sur ces rapports. Voilà. Je vous remercie, j'ai dépassé un tout petit peu, je vais me faire taper sur les doigts. On va répondre à vos questions, on va écourter un tout petit peu, mais voilà, on va essayer de le faire rapidement. Eh bien, merci à toi, Alexandre, pour ce webinaire ultra complet, j'ai trouvé, sur le suivi de performance. Un des enjeux du SEO Square, c'est d'aider toute l'audience, toute la communauté à approfondir le SEO sous ses différentes facettes. Là, clairement, on en voit une, l'analyse de la performance, l'analyse de la data. Donc, souvent, on parle du métier de data analyst, mais du coup, c'est un des enjeux en SEO également. Donc, ça montre bien, du coup, tous ces enjeux en fait dans l'univers du SEO et toutes les compétences requises. Donc, encore un merci. Il nous reste 3 minutes pour répondre à quelques questions. Donc, on va en sélectionner quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez ensuite poser vos questions directement à Alexandre, directement sur son LinkedIn, directement sur ton Twitter, pour que vous puissiez échanger. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. La question d'Adeline. Adeline pose la question, faut-il vérifier le positionnement Google en navigation privée de manière générale? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Ouais, ça, c'est un enjeu systématique qu'on a avec nos clients. Il faut juste savoir qu'il y a une personnalisation et une ultra-personnalisation de la SERP aujourd'hui en fonction des catégories de gens. Quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans et qui aime le foot, et quelqu'un qui a entre 60 et 70 ans et qui aime autre chose. Il y a des petites substances et il y a des différences. La localisation n'aide pas, le device n'aide pas, donc il y a énormément de choses, l'historique aussi, qui font varier. C'est très difficile de trouver une véritable position en navigation privée. Les outils sont un peu là pour ça, c'est-à-dire que MyPoseo, comme tous les autres, propose des outils qui permettent d'enlever justement ce défaut de personnalisation, puisque malgré tout, même finalement la navigation privée n'aide pas toujours à trouver une SERP qui soit, on va dire, sans personnalisation. Oui, ne serait-ce que pour la géolocalisation, c'est forcément un des enjeux. Ensuite, on a une question de Siane sur... alors, Siane, j'ai l'impression qu'elle a un très gros site web. Comment on peut justement suivre, tracer l'ensemble des snippets qui vont arriver, par exemple, sur des mots-clés, mais de manière assez globale?
qu'en gros, on a dit, j'aimerais savoir s'il y a une manière automatique de voir sur un ensemble de mots-clés, est-ce que j'ai beaucoup de snippets qui sont arrivés ou est-ce qu'il y a beaucoup de snippets qui ont disparu? Ouais. Alors, pareil, je prêche pour nous, mais je ne connais pas tous les outils. Chez nous, on le fait systématiquement. On découpe la SERP et on affiche pour chaque mot-clé quel type de rich snippet il y a, combien il y en a, par exemple des sitelinks, des avis, des liens, etc. Combien il y en a sur chaque mot-clé. Et il y a un autre truc qui me paraît très important là-dessus, c'est quelle taille ils font en pixels. Pourquoi? Parce que quand on a un indicateur qui dit il y a une image ou il y a des sitelinks, c'est cool. Mais en réalité, des fois, les sitelinks, ça peut être des gros sitelinks en haut de la page, et des fois, ils font 600 pixels. Donc, en réalité, bon, forcément, ça, c'est plutôt sur des mots-clés de marque. Donc, mais on a aussi on a eu des extensions Twitter à un moment, on a des images de temps en temps. Donc, voilà, les outils de suivi de position et de SERP sont censés le faire. Ils le font plus ou moins bien. Voilà. Chez nous, on le fait, je pense, très bien. Après, normalement, dans un outil de suivi de SERP, on doit être capable de retrouver ce type d'indicateurs qui sont un peu basiques en termes de rich snippets. Super. Merci beaucoup à toi, Alexandre. Si jamais on ne vous a pas encore répondu à votre question, n'hésitez pas à contacter Alexandre. Vous avez son adresse mail sur la slide ou sur LinkedIn ou sur Twitter. Et un grand merci à toi. Franchement, c'était ultra quali. Et on voit bien que le suivi de performance SEO, ce n'est pas que des positions et du trafic, très clairement. Merci, Nicolas. Et donc, 9 minutes de pause devant nous avant la prochaine conférence. Justement, ça fait une super transition parce que tu nous as parlé de data, de suivi de performance. Eh bien, la prochaine conférence à 16h30 avec Céline et Yannick de Kirus. Ils vont justement nous expliquer, au-delà du suivi de performance, peut-être la phase un peu plus en amont, c'est comment utiliser la data pour piloter votre stratégie SEO. Et la data, clairement, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans les enjeux à la fois marketing et également du coup SEO. Donc, je peux que vous recommander de venir à cette conférence. Et pour rappel, pendant le temps de la pause, n'hésitez pas également, si vous cherchez à gagner en visibilité avec vos pages et vos contenus, l'optimisation sémantique, c'est clé. N'hésitez pas à aller tester également l'outil SEMJ pour optimiser vos contenus. Il y a une offre spéciale SEO Square, puis à tester également MyPoseo pour voir justement ces super indicateurs de performance. Voilà, merci à tous et à tout de suite pour la prochaine conférence.